Mon créneau me rappelait le trou pratiqué par mon ami Robert Delaunay, le peintre de la Tour Eiffel, dans les volets pleins qu'il avait fait apposer sur fenêtres et verrières pour transformer son atelier d'artiste, un salon très bourgeois, en chambre noire, le jour où certains problèmes de la peinture moderne se mirent à lui turlupiner l'esprit, et notamment le contraste simultané, comme il appelait sa nouvelle technique de peintre, pour faire pendant au béton armé, terme qu'il avait frappé et qu'employaient de plus en plus les architectes esthètes d'esprit nouveau. Delaunay était un primaire, et voici comment il travaillait. Il s'enferma dans une chambre noire dont il cloua les volets. Ayant préparé sa toile et broyé ses couleurs, il pratiqua avec un vilebrequin un petit trou dans le volet. Un rayon de soleil filtra dans la chambre noire et il se mit à le peindre, à l'étudier, à le décomposer, à l'analyser dans ses éléments de forme et de couleur. Sans le savoir, il s'adonnait à l'analyse spectrale. Il travailla ainsi durant des mois, étudiant la lumière solaire pure, atteignant des sources d'émotion en dehors de tout sujet. Puis il élargit un peu le trou du volet, et il se mit à peindre les jeux des couleurs sur une matière transparente et fragile comme la vitre. Reflets, mi-cassures, ces petites toiles prenaient un aspect synthétique de joyaux, et Delaunay faisait entrer dans les couleurs qu'il broyait des pierres précieuses. Avant tout, comme Fra Angelico, du lapis-lazuli pulvérisé. Bientôt le trou, pratiqué dans les volets, devint si grand que Delaunay ouvrit complètement les vantaux et qu'il laissa pénétrer dans la chambre toute la large lumière du jour. Les toiles de cette époque, qui sont déjà un peu plus grandes de format, représentent des fenêtres fermées où la lumière se joue dans les vitres et dans des rideaux de mousseline blanche. Enfin, il tira les rideaux et ouvrit la fenêtre. On voit un trou béant lumineux et le toit de la maison d'en face à contre-jour, dur et solide, une première forme mastoc, angulaire, inclinée. De plus en plus, Delaunay est attiré par ce qui se passe là, dehors, et les jeux infimes qu'il a étudiés dans un rayon de soleil, il les retrouve gigantesques, énormes, dans l'océan de lumière qui s'abat sur Paris. Ce sont les mêmes problèmes pour le peintre, mais dans une autre proportion et à une échelle immense. Il peint alors ses toiles de 5-6 mètres, la ville, les Trois Grâces sur Paris, où il tâche de mettre d'accord l'académisme et toutes les nouveautés de peintre qu'il vient de découvrir. La flèche de Notre-Dame avec la Seine qui remonte jusqu'à la banlieue parisienne. Charenton et Alfortville, il trouve enfin un sujet nouveau qui lui permet d'appliquer toutes ses découvertes et ses procédés. La grande ville. Une multitude de problèmes nouveaux se posent pour lui. Des analogies, des correspondances poétiques, des contrastes spirituels et physiques, des questions de perspective, de matière, de questions abstraites, unanimisme et synthèse. Et toute la personnalité de Paris le pénètre. De plus en plus, lui qui passe maintenant des mois à contempler Paris du haut des tours de ses églises, de plus en plus, ses yeux se tournent vers la Tour Eiffel, cette forme extraordinaire. J'ai raconté dans Aujourd'hui le drame que fut pour Robert Delaunay sa lutte avec la Tour Eiffel. Delaunay dont j'étais le poète, car chacun des maîtres d'aujourd'hui avait son poète avant la guerre de 14. Picasso, Mac Jacob, Braque, Pierre Reverdy.
Jaune gris, Ricciotto Canudo. Léger, Chagall. Roger de la Fresnaye, Modigliani. Je m'excuse, Blaise Cendrasse et toute l'école de Paris, cubiste et orphiste, Guillaume Apollinaire. Ce ne sont ni les marchands de tableaux, ni les critiques d'art, ni les collectionneurs, mais les poètes modernes qui ont fait ces peintres célèbres. On l'oublie un peu trop. Et l'oublie un peu trop tous ces peintres aujourd'hui millionnaires qui restent nos débuteurs à nous pauvres poètes. Mon copain de Launay, un costaud, qui a déserté la France à la déclaration de la guerre, ce que j'admets car je comprends la peur des coups, mais qui est revenu d'Espagne à Paris, la paix faite, me fourrant sous le nez un certificat de folie officiellement établi à son nom par l'ambassade de France, à Madrid, l'exhibant avec fierté, tenant à me prouver qu'il était en règle, un comble, alors que je ne lui demandais rien, geste qui ne s'excusait pas vis-à-vis de moi, son copain, et je n'arrivais pas à comprendre cet étrange courage moral qui l'avait fait agir à rebours, si bien que je n'ai jamais revu le peintre, ni sa peinture par la suite. Tant de courage moral, dépensé pour rien comme pour nous autres, au front, tant de courage physique de gaspiller.